Salut Stéphane, dans cet épisode on va parler de la maladie. Qu'est-ce qu'elle signifie? Et puis on va prendre du recul dessus avec tes compréhensions du champ de conscience. Et puis tu vas nous donner des clés comment avancer avec ce qu'elle peut nous révéler et comment son fonctionnement parle aussi de ce grand champ de conscience dans lequel nous vivons. Alors, ce que j'aimerais en fait partager aujourd'hui, c'est peut-être comment on accompagne au niveau thérapeutique et psychologique un être humain, sachant que nous, notre rôle en tant que psy, c'est de rester à notre rôle, qui est d'accompagner un être humain à bien vivre avec sa maladie, mais qui peut aller au-delà, c'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à régulièrement, je dirais, des pathologies qui disparaissent. Hein. C'est-à-dire que nous, on travaille aujourd'hui avec des médecins et on travaille très bien. On n'empiète pas sur les plates-bandes des autres. On donne pas de conseils sur des traitements à prendre ou quoi que ce soit. C'est pas notre rôle, hein, que ce soit clair, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de voir le rapport qu'on a aux pathologies qui apparaissent. Et on ne peut pas quand même nier aujourd'hui que globalement, on est dans un rapport à la maladie qui est un rapport plutôt d'anomalie. C'est important ce qu'on est en train de se dire. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui les douleurs et les processus pathologiques comme une anomalie dans notre parcours. D'ailleurs, les termes sont là et sont assez évocateurs dans nos sociétés. Hein, je voyais ça encore il y a peu de temps. On dit vaincre le cancer. Or, il n'y a rien d'extérieur au champ de conscience. Il n'y a rien d'extérieur à la conscience. Donc, il n'y a pas d'ennemi extérieur. Il n'y aurait rien, il n'y a rien qui ne serait pas organisé, orchestré, coordonné par ce champ dans lequel nous apparaissons. Rien. Hein. Donc il ne peut pas y avoir d'anomalie. Donc, ça nous demande d'avoir une prise de conscience, peut-être, de commencer à regarder les processus pathologiques comme une orchestration. Et qu'est-ce que cette orchestration essaye de nous montrer? Alors, on pourrait le voir au niveau global, on peut le voir aussi au niveau plutôt individuel. On va parler un peu des deux. Aujourd'hui, globalement, on a vu tout à l'heure, enfin on a vu dans le cadre d'une vidéo sur la lumière, qu'on a besoin de lumière aujourd'hui pour être en vie. C'est-à-dire que c'est de la lumière invisible qui donne l'ordre à nos cellules et nos organes de faire telle ou telle chose. Mais imaginez, parce que c'est notre quotidien, que nous ne soyons pas en mesure de nous adapter à certains événements de notre vie. C'est notre quotidien. Il y a des choses qui nous conviennent et des choses qui ne nous conviennent pas. Hein. Des situations vers lesquelles on veut aller, des situations qu'on veut éviter, et d'autres que l'on combat. C'est notre lot quotidien. Hein. Et peut-être que vous imaginez que ça n'a aucune conséquence justement sur la matière vivante qui vous compose, eh bien, et donc le liquide qui absorbe la lumière, mais ça n'a que des impacts. Que des impacts. Hein. C'est-à-dire qu'on va avoir finalement, alors on ne peut pas dire que c'est la cause, ça a lieu en même temps. Hein. On a en amont justement de ces processus pathologiques qui vont finalement apparaître, on a en amont, eh bien des processus moléculaires liquidiens qui vont commencer à se resserrer comme des mailles qui se resserrent au quotidien face à des événements, jusqu'à un moment ne plus pouvoir les accepter et nous adapter à cela. On a déjà parlé d'adaptabilité du cœur. Ça veut dire que dans notre société aujourd'hui, on a un niveau, un degré d'adaptabilité aux événements qui est proche du zéro quand même. Hein. J'exagère, évidemment, mais qui est quand même assez faible. Donc, ce qui nous donne le sentiment de subir. Et dans ce sentiment de subir, ça nous donne le sentiment d'avoir besoin de vivre une autre vie. Vous voyez jusqu'où ça va? Avec des processus d'impuissance, de frustration et de peur assez classiques qu'on a au quotidien. Tout ça va constituer des passerelles qui ne peuvent plus se faire entre le liquide et la lumière parce que ça agit comme des portes, c'est-à-dire les espaces entre les molécules d'eau vont agir comme des portes
Et si ces espaces sont très resserrés, eh bien, vous allez avoir du mal à laisser la lumière traverser justement la matière vivante qui est constituée de liquide. Donc l'absorption, au fil du temps, va commencer à diminuer. Alors si en plus avec l'âge, vous commencez à perdre un pourcentage de liquide, vous commencez à avoir des membranes qui sont qui sont moins souples, on va dire, qui sont plus rigides, vous avez un processus qui va commencer à s'amplifier de difficulté à absorber la lumière vivante constituée d'infrarouge au quotidien. Et on voit souvent que quand l'activité s'arrête à l'âge de 60-65 ans, des processus pathologiques commencent à se mettre en jeu. Parce que tant qu'on est en mouvement, à travers un moteur qui est notre travail, s'occuper des enfants, etc., faire des voyages, tant qu'on a ce moteur-là, on a finalement à l'intérieur des processus qui, au niveau liquidien, restent plus ou moins en mouvement, avec un système nerveux orthosympathique qui donne un petit peu le fuel, si je puis dire, à nos tissus, qui va continuer à mettre en mouvement toute cette machine qu'on appelle le corps, le cerveau, etc., le cœur, etc. Mais à partir du moment où on va commencer à avoir finalement moins de processus d'intérêt au quotidien qui nous mobilisent, arrivé à un certain âge, avec une perte de liquide, avec des traumas qui n'ont pas été traités, avec des portes qui sont fermées face à des événements, et là, vous avez des processus pathologiques qui commencent à se mettre en action. Très naturellement. Ce n'est pas une anomalie. Hein. Le fait que l'on soit plus ou moins adaptable face aux événements n'est pas une anomalie non plus. On l'a déjà vu ensemble. On a des mouvements au niveau du champ de conscience, des mouvements de l'espace, qui font que par moment, on se sent plus à même d'accueillir certains événements et par moment, moins. Et puis, imaginez que vous viviez depuis l'âge, depuis votre naissance, même depuis le ventre probablement, des processus face aux événements qui se répètent, où la porte se ferme régulièrement face aux événements, sans pouvoir faire autrement que de les vivre ainsi. Alors, on a déjà vu ensemble que finalement, le paradoxe de tout ça, c'est que quand on reste avec les événements dont on ne veut pas, les portes s'ouvrent, ce qui est extraordinaire. Hein. On sait que c'est à partir de la séparation qu'on a face aux événements que finalement le lien peut se recréer, ce qui finalement est assez cohérent. Parce que le vide qui nous sépare de la vie, qu'on peut appeler extérieur, est à la fois un espace de séparation, mais aussi un espace de lien. C'est ça le paradoxe finalement de tous nos rapports au quotidien, à la vie. Donc on a ces processus pathologiques qui vont se mettre en action petit à petit, notamment parce qu'on a des liquides qui deviennent plus statiques à partir de l'âge d'un an et demi, 2 ans. On a donc un processus d'absorption de la lumière qui va se raréfier plus on va devenir un personnage, puisqu'on va se localiser dans l'espace. Ça veut dire qu'au niveau de la conscience, on a moins de mobilité. Si vous avez besoin de vous localiser dans l'espace, parce que vous avez besoin d'avoir de valeur, vous avez besoin de réussir, vous avez besoin d'avoir du choix, vous avez besoin d'avoir du sens, vous avez besoin d'avoir de la confiance, etc. au quotidien, eh bien, petit à petit, vous avez un processus qui devient beaucoup plus statique et localisé, avec le besoin de se sentir localisé dans l'espace et dans le temps, pour nous confirmer dans notre valeur en tant que Stéphane Drouet ou Julien, etc. Bref, vous voyez ? Et là, vous avez finalement une machine qui était vivante à l'origine dans l'embryon et dans le fœtus, jusqu'à l'âge d'un an et demi à peu près aussi, et qui devient plus statique au fil de l'âge. Les portes, petit à petit, se referment, elles deviennent plus rigides, et là, vous êtes moins à même d'absorber la lumière invisible dont vous avez besoin, des infrarouges notamment, essentiellement, pour actionner tous les processus que l'on a vus. On a vu que la génétique se déclenche via des mouvements au niveau du liquide, qui vont actionner des compressions au niveau de la cellule, et qui vont être en mesure, plus ou moins, en fonction justement de l'élasticité de cette membrane qu'on appelle le cytosquelette, et de ces mouvements liquidiens, d'actionner le processus génétique, avec des réactions lambda. Donc on voit bien que c'est une forme de rigidité qui s'installe au niveau des liquides, une staticité, on va dire, qui petit à petit crée le terrain favorable
à des difficultés de santé qui vont apparaître. Donc ça, c'est le schéma global. Après, si on regarde ça au niveau plus microscopique, si je puis dire, pour chacun, pourquoi ça va se localiser dans le poumon, dans le foie, dans le cœur, dans l'intestin, au niveau du cerveau, etc. Essentiellement parce que cette lumière qui va donner l'ordre et l'instruction à certains organes de faire ce qu'ils ont à faire, eh bien cette lumière, face à la typologie des événements avec lesquels on n'est pas souple et adaptable, des problèmes d'abandon, des problématiques de rejet, des problématiques d'humiliation, des problématiques d'indifférence, d'injustice, enfin je ne vais pas toutes les nommer, il y en a tellement, hein. Eh bien, en fonction de ça, on sait aujourd'hui que, en fonction de la typologie des événements avec lesquels on est plus rigide, si je puis dire, eh bien la lumière va rester plus ou moins bloquée face à certains ou dans certains organes. Ce qui a donné toute une typologie qui a été construite par des thérapeutes, des médecins aussi ces dernières années, notamment via le travail de, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, un médecin allemand, mais le Hammer, hein, Hammer comme un marteau, qui a été repris par d'autres médecins qui sont décédés depuis, je pense à Olivier Soulier, etc. Toute une typologie, une espèce de cartographie entre une information avec laquelle on ne serait pas à l'aise et qui aurait peut-être une correspondance avec certains organes, certaines cellules spécifiques, etc. Bon, même si ça paraît un petit peu simpliste, pour moi c'est plus sophistiqué que ça, c'est intéressant. Hein. Si je vous donne un exemple, là qui me vient spontanément. Il y a quelque temps, j'étais au pôle avec toute ma famille et j'ai eu l'occasion d'inviter un ami qui est venu aussi avec un autre ami qui a la trentaine et qui, alors je peux dire était maintenant, victime, enfin en tout cas il était touché par le syndrome de Raynaud. Alors je sais pas si vous connaissez ce que c'est que le syndrome de Raynaud. Ce sont les extrémités, alors ça peut être les pieds, mais ce sont souvent les mains qui sont en fait toutes blanches parce qu'elles ne sont plus alimentées par des capillaires, par le débit sanguin, etc. Donc on a des extrémités qui deviennent toutes blanches et elles ont moins de sensibilité. Et donc je lui dis, parce que j'avais déjà eu ce cas de figure et j'avais eu déjà des effets assez nets, je lui dis écoute, tu t'assois, est-ce que tu veux qu'on regarde ça, si c'est ok pour toi on le fait, si c'est pas ok on le fait pas. Voilà. Hein. Et il m'a dit bah oui, pourquoi pas. Et donc je lui ai proposé, face à une immersion, donc c'est les fameux mantras dont on a parlé dans un certain langage, qui permettent de retrouver une certaine cohérence au niveau du liquide corporel, et donc une ouverture au niveau des pores. Je vous le fais rapide, mais c'est ça l'idée. Et je sais que le syndrome de Raynaud, en général, quand on prend la porte de la culpabilité, il se passe quelque chose. Donc je lui dis, j'ai pas besoin de savoir si aujourd'hui tu as des sujets associés à la culpabilité, et il me dit oui, j'en ai, clairement. Il me dit c'est majeur dans ma vie, sans connaître sa vie. Je lui dis écoute, j'ai pas besoin de savoir, mais tu prends comme point d'entrée la culpabilité et tu vas rester avec l'immersion, tu vas la regarder et tu vas laisser la culpabilité plutôt que d'essayer de la fuir, tu vas rester avec. Il reste avec cette culpabilité un certain temps face à une immersion qui est faite de géométrie, de mouvement, de la conscience, etc., avec des mantras. Et au bout alors je n'ai pas noté le temps, peut-être 15, 20 minutes, il commence à ressentir ses mains. Et il me dit, mais j'avais complètement oublié la sensation que c'était. C'est-à-dire que le débit sanguin recommence à se recréer via l'activité du cœur. C'est-à-dire que on a à nouveau un mouvement cinétique qui commence à se recréer au niveau du liquide. Et donc, si le mouvement cinétique commence à se recréer au niveau du liquide, vous savez que la lumière est en train d'être absorbée à nouveau par le liquide. Le mouvement cinétique est en train de se recréer au niveau du cœur et au niveau du débit sanguin. Hein. Vous savez que le cœur, c'est une spirale. Hein. Grossièrement, si je vous montre un peu ce que ça fait, au niveau du battement de cœur, ça fait boum. Attendez, excusez-moi. Boum, 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 boum. Ça n'arrête pas de faire cela. Hein. Donc, le mouvement cinétique recommence à se créer au niveau du liquide, donc au niveau du débit sanguin. Et si vous avez un débit sanguin qui devient plus fort, il est capable à nouveau de créer des capillaires aux extrémités.
Et là, il me dit: «Ah ouais, j'ai les mains qui chauffent, je recommence à sentir de la sensibilité au niveau du main». Il me dit: J'avais même oublié ce que c'était, je savais même plus ce que c'était». Il dit: «Vraiment, ça me bluffe, et cetera». Et je dis: «Bah, écoute, essaye de recréer ça au quotidien». Je lui ai envoyé l'immersion. Essaye de recréer ça au quotidien, et quand j'ai pris contact avec lui quelques semaines après, effectivement, il avait plus ces symptômes, hein. Alors là, j'ai en train de vous dire comme si, en fait, ce qu'il vivait était une anomalie et qu'on avait des solutions. C'est pas mon message aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi. Ce que nous montre, en fait, notre accompagnement et notre expérience, justement, des pathologies depuis des années, c'est qu'on n'est pas aujourd'hui de plus en plus dans une mécanique qui consiste à voir les maladies, on va l'appeler comme ça, comme une anomalie, mais comme un signal de quelque chose qui s'est fermé à la vie. Et on s'est rendu compte que plutôt d'essayer de vaincre ce qu'on considère comme une anomalie, eh bien nous, ce qu'on a appris avec nos clients et nos patients, c'est de leur apprendre à vivre avec cette anomalie. Notamment le processus qu'on peut dire pathologique en lui-même, le cancer, la fibro, la maladie de Lyme, etc., etc. De vivre avec cela, mais surtout de regarder avec quoi je ne suis pas d'accord de vivre dans ma vie. C'est ça qu'on a regardé. On n'a pas essayé de traiter des pathologies, on a aidé, et on continue à le faire, nos clients, nos patients à vivre avec leur pathos, tel qu'il est, leur douleur, et à vivre avec des situations qui sont traumatisantes, des choses que l'on refuse. Et on voit effectivement des mouvements avec des Parkinson qui régressent, avec ce que j'ai en tête le dernier, un diabète qui disparaît totalement, ce qui est quand même assez rare, hein, parce que le diabète en général, une fois qu'on l'a, on l'a, hein, c'est ce qu'on me dit. Mais non pas parce qu'on s'est concentré forcément sur la pathologie, mais on s'est concentré sur ce avec quoi on n'arrive pas à vivre. Hein. Et là, je vous invite à voir un film, je vais en parler quelques instants parce que c'est un film qui nous a marqué. C'est un film qui s'appelle Rosie, R-O-S-Y, que je vous invite vraiment à regarder, qui doit durer à peu près 1h30, je crois, de mémoire, qui est un film qui a été tourné par Marine Barnerias. Alors, de manière un peu particulière, au début, c'est un peu dérangeant, puis finalement, après, on s'adapte, hein, c'est l'adaptabilité du cœur, qui est un processus qui a été filmé avec un iPhone. Pourquoi? Parce que Marine, en fait, alors je vais vous dire ce qui s'est passé pour elle. Son idée n'était pas de construire un film. C'était juste d'avoir un souvenir de ce qu'elle vivait pendant son processus difficile de sclérose en plaques. Ce que va vivre Marianne est vraiment capital. Et je vous invite vraiment à regarder ce film parce qu'il est plein d'enseignements. C'est pas forcément un film qui a fait beaucoup d'entrées, mais ceux qui l'ont vu, ça les a marqués. Hein, en l'occurrence, nous, de notre côté. Ce que met en évidence Marianne, ou Marine plutôt, c'est qu'au début, elle se bat contre sa sclérose en plaques. C'est-à-dire que elle décide, lorsqu'elle découvre à 26 ans, je crois que c'est 26 ans qu'elle a, en tout cas autour de 25 ans, qu'elle a la sclérose en plaques, elle décide de partir à l'étranger pour se mettre en mouvement. Parce que la sclérose en plaques, c'est vraiment le phénomène inverse. Hein, c'est une forme de rigidité qui commence à se créer au niveau des muscles, donc de tout le circuit nerveux et circuit électrique, par des difficultés. Alors je vous passe les détails, mais de myéline, notamment au niveau neurologique. Et c'est un processus qu'on connaît plutôt pas mal parce qu'on a des clients qui nous suivent depuis des années et qui étaient sujets à la sclérose en plaques et qui le sont beaucoup moins aujourd'hui puisque maintenant ils marchent, on va dire, quasi normalement, etc. Et ce qui est intéressant dans le processus de Marine, c'est que elle part pour lutter d'abord contre sa sclérose en plaques. Ça, c'est le premier temps. Puis elle se rend compte que plus elle lutte, plus c'est épuisant pour elle. Donc elle part en Nouvelle-Zélande, elle part en Asie, elle part en Mongolie, je crois, elle va faire 3 pays. Et elle se rend compte finalement au fil de son parcours, ça dure 9 mois, que la façon qu'elle a de regarder sa sclérose en plaques est un processus de combat. Elle combat et elle en a conscience tout à coup, quelque chose qui aura toujours le dernier mot.
Et ça, c'est important que les êtres humains en soient conscients aujourd'hui. La maladie aura le dernier mot, c'est-à-dire la vie globalement prendra toujours le dessus sur ce que vous imaginez de la vie. Je le dis haut et fort parce que le bien-être aujourd'hui, en grande partie, est basé sur l'inverse. C'est-à-dire, je peux contrôler ma vie. Ben, vous pouvez toujours y croire, mais si on a besoin tant de contrôler la vie, c'est justement parce qu'on ne la contrôle pas. Sinon, quel intérêt de s'accrocher à ce paradigme coûte que coûte? C'est parce que justement, on ne contrôle rien. Hein. Et donc, Marine, à un moment, prend conscience que finalement, elle pourra pas lutter contre quelque chose qui est plus fort qu'elle. Alors, elle décide de faire copain, copain-copine. Ça, c'est un processus. Moi, ça me touche. C'est un processus qui est vraiment magnifique. Hein. Et c'est ça qu'on enseigne aujourd'hui à nos clients, nos patients. Elle décide, sa sclérose en plaques, elle décide de l'appeler Rosie, comme sa copine intime. Et elle lui parle tous les jours. Elle lui parle, non pas comme un ennemi à abattre, mais comme son meilleur ami. Elle lui parle, elle essaye de discuter avec elle, de dire qu'est-ce que tu as à me dire, qu'est-ce que tu veux me dire, etc., etc. Elle fait copain, mais vraiment, hein, c'est un processus qui n'est pas faux, c'est un processus authentique et sincère, et elle décide véritablement de faire corps avec. Vous entendez, faire corps avec. C'est-à-dire de se synchroniser avec un processus qui paraît déficient et qui ne l'est pas. Parce que ce processus est un signal qui est basé sur le tempo du cœur, et le tempo du cœur, il envoie un signal dans le champ de conscience qui dit « je ne suis pas d'accord avec la vie ». Qu'est-ce que vous croyez que la vie va répondre à cela? Elle vous envoie un signal. Elle vous rappelle que c'est elle qui décide. Puis à un moment, au fil du chemin, vous vous rendez compte que vous êtes la vie. Vous n'avez jamais été séparés. C'est ce que vit Marine tout à coup. Au lieu de se croire séparée de sa sclérose en plaques, elle fait corps avec, elle se fond dans sa sclérose en plaques. Alors après, je vous passe les détails, mais grossièrement, elle rencontre des gens qui, à travers tout son périple, l'amènent à voir que finalement, il y a des messages derrière tout ça. Elle va suivre un processus de méditation de 10 jours, dont j'ai oublié le nom, mais qui est super connu, en Asie. Hein. Et puis, au bout de ces 9 mois, elle n'a pas pris un seul médicament, je ne sais pas si vous imaginez. Elle n'a fait que marcher. Elle a rencontré, eu des relations magnifiques avec des êtres divers et variés. Et elle arrive pour faire un bilan. Tout ce qu'on va se dire là dans les minutes qui suivent sont capitales. Elle fait son bilan, et sur son bilan, alors je ne sais pas si c'est en tout cas le médecin qui est là, lui dit « Mais madame, vous avez fait des poussées pendant 9 mois. Vous avez été malade. » Elle dit « Ben non, je vous assure, j'ai même pas pris un seul médicament. Voilà, plus je marchais, plus je faisais corps avec la sclérose, avec Rosie comme elle l'appelle. Je l'ai oublié à un moment. J'ai vécu pleinement ces 9 mois. Hein. Et évidemment, lui, dans sa formation, il ne veut pas la croire. Il dit, mais écoutez, me racontez pas d'histoire. Je le vois sur votre cerveau. Vous avez eu des poussées. C'est pas possible. Elle dit, mais non. Puis elle se met en colère. Je dis, mais non, je vous assure, je vous assure. Pourquoi quel intérêt j'aurais à vous mentir? Je vous assure, j'ai pas du tout vécu ce que vous me dites, quoi. Elle dit, je vois bien, effectivement, mais je vous assure que je n'ai pas vécu du tout ce que vous me dites. Elle est interpellée. Elle va voir son neurologue, qu'elle connaissait avant qu'elle parte en voyage. Donc il la connaît. Il a son dossier devant lui. Il ouvre son dossier et elle est en colère à nouveau. Elle lui dit écoutez, je comprends pas. On me dit que j'ai été malade alors que voilà, tout s'est bien passé. Je me sens épanoui. Je sens que je suis passé à autre chose et en même temps, je suis interpellé parce qu'on me dit que je suis malade, donc je comprends pas. Elle dit qu'est-ce que vous avez à me dire? Alors il la regarde son dossier. Le moment est génial, vous verrez. Moi, c'est un moment qui m'a vraiment ému. Il regarde le dossier, il regarde le dossier, et puis il ferme le dossier, il lui dit, écoutez, je ne sais pas comment vous le faites, mais vous le faites très bien, et moi je ne traite pas des dossiers, je traite des êtres humains. Et si vous me dites que vous allez bien, continuez à le faire,
vous le faites très bien. Et tout ça nous a marqué. Alors, je vous cache pas qu'avant de voir le film de Marine, on le vivait déjà. Hein, quand je dis on vivait, c'est avec ma compagne Stéphanie, hein, puisque notre chemin est un chemin commun. Et ce qu'on a appris avec tous ces êtres humains qui sont venus à notre contact, c'est justement d'apprendre à vivre avec nos symptômes, mais surtout d'apprendre à revivre avec la vie. Je me souviens d'un témoignage d'un de nos patients atteint de Parkinson et qui nous dit 1 an après, je revis. Quand j'ai rencontré Stéphane, j'étais mort. Je n'avais plus envie de vivre. Et donc il nous cite tout ce qu'il a mis en action au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau intime, au niveau de rapport aussi avec ses parents, etc. Et on voit effectivement qu'il a remis en place plein de choses et qu'il est à nouveau totalement vivant. On a dû se voir 2 ou 3 fois en entretien. Il a suivi effectivement des séminaires de plusieurs jours avec nous. Il a fait une formation, mais on l'a pas vu non plus toute l'année. Hein. Il a continué à pratiquer au quotidien. Et on lui dit, ben oui, mais t'as l'air resplendissant, mais ton Parkinson, ça en est où? Alors, vous savez que quand vous prenez Parkinson, vous avez un traitement et on pourrait dire que vous avez un certain nombre de comprimés à prendre. En tout cas, c'était le cas à l'époque. Ça a peut-être évolué depuis, mais c'était comme ça. Et donc, au départ, je pense qu'il devait en prendre 4 ou 5, et là, il était rendu à 1. Donc c'est ce qu'il nous citait. Et il nous disait, oh bah apparemment ça apparaît, mais c'est plus du tout mon souci maintenant. Moi, mon souci, c'est de vivre. Vous entendez? Mon symptôme n'est plus mon souci. Mon souci, c'est de vivre. Parce que j'ai compris qu'en fait, Parkinson était venu juste me montrer que j'étais mort. J'étais mort. Et je vous dis ça parce que j'ai eu l'occasion, et je comprends tout à fait qu'on puisse rentrer dans cette mécanique. C'est ce que dit Marine assez tôt en disant, mais en fait, je me suis rendu compte que je me suis jeté sur les réseaux et sur Internet pour savoir quels étaient les symptômes, et finalement, je me suis complètement identifié à cette maladie. Et j'ai eu l'occasion, qui est un peu caricaturale, et en même temps, on peut comprendre tout à fait, d'une cliente que je reçois pendant 2 heures, et qui pendant une demi-heure, je ne vais pas placer un seul mot. Je sais pas si vous imaginez. Vous avez vu, je suis un peu bavard. Hein. Je ne vais pas placer un seul mot en une demi-heure, et elle va, en une demi-heure, me parler de son cancer mieux qu'un médecin. Je sais pas si vous imaginez. C'est-à-dire une experte de son cancer mieux qu'un médecin. Et donc à la fin, je lui dis, est-ce que je peux placer un petit mot? Et là, elle sort, vous savez, elle est dans une espèce de monologue. Elle est complètement identifiée, elle y passe toute sa journée, parce qu'elle passe son temps à cela, à faire des recherches, etc., toute sa journée. Et à la fin, je lui dis, est-ce que je peux juste vous dire quelque chose? Et je lui dis, écoutez, je suis bluffé. Elle me dit, ah bon? Elle me dit, je lui dis, ah oui, je suis bluffé. Je dis, je pense qu'un médecin en connaît moins que vous sur votre cancer. Ça me bluffe. Elle est capable de vous parler dans des termes techniques de tout son cancer. Je sais pas si vous imaginez. C'est comme si elle était médecin elle-même, mais un médecin plus. Elle n'a pas forcément de formation scientifique, etc. Enfin, je sais pas si vous imaginez quand même la passion qui est devenue sa maladie. Et je lui dis, mais en fait, ce qui me bluffe, c'est que vous connaissez, je dirais, mieux votre cancer que pourrait vous en parler un médecin. Et c'est-à-dire qu'en fait, votre cancer est devenu votre vie. Et là, elle a un choc. Elle me dit, mais si vous passez combien de temps dans la journée là-dessus? Et elle me dit, toute ma journée. Et je dis, ça fait combien de temps? Elle me dit, ça fait des mois. Mais je dis, et la vie derrière? Vous avez pensé à la vie? Elle continue la vie. Si vous avez décidé de passer l'essentiel de votre temps avec votre cancer, vous êtes devenu votre cancer. Votre cancer occupe l'essentiel de votre emploi du temps. Comment voulez-vous sortir de quelque chose qui occupe tout votre temps? Et là, elle a eu une prise de conscience majeure. Prise de conscience qui est, mais en fait, j'avais besoin de mon os à ronger. Ça peut paraître un peu provocateur ce que je vous dis, mais quand on a une vie qui est vide,
Ben, finalement, avoir une maladie, ça occupe le temps. Ça donne du sens finalement et ça Bien donne une sûr, direction. Ça donne une direction à l'énergie, à la vie. bien Ouais. sûr. Alors, on a appris finalement à aider nos patients, non pas à vaincre nos symptômes, mais à apprendre à vivre avec un travail et un cheminement en toile de fond, qui est effectivement d'apprendre à vivre avec ce que l'on repousse au quotidien. Et puis, régulièrement, on a des symptômes qui régressent. Mais on ne le fait pas pour ça. On le fait pour retrouver effectivement une forme d'adaptabilité à la vie et surtout pour retrouver une forme de vivance. Hein. Ce terme n'existe pas, mais peu importe, on peut l'inventer. Hein. C'est-à-dire se rapprocher de la vie et avoir de moins en moins le sentiment d'être séparé de la vie. Il y a l'idée aussi de laisser la lumière rentrer dans des C'est ça. espaces où on a refermé l'accès à cette lumière. Et c'est vraiment comme t'en parlais dans l'autre épisode qu'on a fait sur la lumière aussi. C'est cette idée, voilà, si c'est refermé à la vie, à la pénétration de la lumière, c'est la maladie qui se prononce du coup. Oui, exactement. Tout à fait. C'est exactement une question de porte. Moi, j'aime bien l'allégorie un peu de euh, de Moïse qui ouvre la mer aux Hébreux. C'est un peu cette idée-là. Hein. C'est-à-dire que petit à petit, ça c'est le paradoxe, c'est que plus en fait on reste avec les situations de vie telles qu'on les connaît, alors évidemment ceux qui nous conviennent moins, eh bien plus étonnamment, eh bien les portes s'ouvrent. Alors, il y a des processus en physique qui sont intéressants, qui se raccrochent un peu à ça. En tout cas, on peut les raccrocher à ça. Qui sont par exemple un mot bizarre que je vais vous prononcer, notamment le brachistochrone. Ça ne doit rien vous dire là, comme ça. Hein. Brachistochrone, on dirait qu'on parle d'un dinosaure, ce qui n'est pas le cas. Le brachistochrone, c'est un mouvement qui est simple. Alors je vais le dire avec des mots simples, puis après je vais vous dire en quelques mots un peu en quoi ça consiste. Le brachistochrone, vous pouvez trouver ça sur Internet. Il y a des étudiants qui décrivent ça très très bien sur Internet. Le brachistochrone, on s'est rendu compte qu'en fait, le chemin le plus court pour aller entre deux points n'est pas une droite, mais une vague, une courbe. Hein, ce qui nous rappelle notre mouvement cinétique de la conscience. Et quand on regarde cette courbe un peu plus de manière détaillée, on se rend compte qu'en fait, que la courbe qui va du point A au point B va avoir tendance, dans un premier temps, à s'éloigner. Imaginez que le point B, ce soit l'objectif. Vous partez d'ici, et puis vous avez votre objectif en B. Eh bien, on s'est rendu compte qu'en fait, dans cette courbe, la courbe s'éloigne du point B. Elle s'éloigne. Regardez, elle fait pas ça. Elle fait comme ça. Elle s'éloigne. Le point B est là. Elle s'éloigne du point B. Puis elle arrive à un paroxysme, je dirais d'expérience, d'éloignement. Et tout à coup, flouf, c'est là qu'elle prend le dessus sur la ligne droite. Il y a un phénomène d'accélération. Et j'aime bien cette image. Parce que finalement, quand on vit un processus pathologique, on a l'impression d'être séparé de la vie et d'en être éloigné. Alors que c'est tout l'inverse. C'est la vie qui nous rappelle à l'ordre. Elle nous dit, tu m'as oublié. Tu m'as oublié. Tu as fermé les portes. Tu m'as oublié. Hein. Et donc, ce processus brachistochrone est intéressant parce qu'on voit que finalement, si on reste avec le fait d'être éloigné de la vie, on reste avec, il y a un moment, un processus d'accélération qui nous ramène à la vie. Mais ça peut prendre un certain temps. Ça dépend de, je dirais, l'authenticité de notre démarche. Parce que si vous faites les choses pour quelque chose, eh bien, vous n'obtiendrez que de la résistance. C'est-à-dire que plus vous voulez résister à quelque chose, plus ce quelque chose résiste. Mettez maladie à la place de quelque chose et vous commencez peut-être à saisir ce qui peut se passer. C'est pas une vérité absolue, mais c'est ce qu'on observe majoritairement quand même dans les processus de libération. Et je voudrais ajouter un dernier point qui est très important et qui est le bilan de Marine. Hein, elle dit mais non, j'ai pas été malade, je comprends pas. Moi, ce que j'ai pu noter à travers les clients, les patients que j'ai pu suivre, notamment en cancérologie, c'est que pendant plusieurs semaines, vous les accompagnez et votre processus d'accompagnement peut se situer entre deux bilans de santé. Et étonnamment, vous voyez des patients
qui commencent à aller de mieux en mieux psychologiquement, de mieux en mieux émotionnellement, et qui de mieux en mieux ont un rapport plutôt d'accueil avec leur maladie, qui sont capables à nouveau de sortir dehors, de reprendre goût à la vie, parce que ça c'est un aspect qui est très important, de continuer à vivre et à trouver un moteur de vie plutôt que de se concentrer sur le pathos. C'est ce que fait Marine. Elle va voyager, hein. Elle vit des expériences inoubliables, etc. Eh bien, je me suis rendu compte qu'en fait, durant cette laps de temps, il y a une régression du lien avec la maladie, donc il y a un mieux-être qui est vraiment frappant. Mais si le bilan arrive derrière, comme Marine, qui a des foyers qui se sont déclenchés au niveau du cerveau, si on vous dit derrière que votre maladie soit est toujours là, soit elle n'a pas régressé, soit peut-être même elle s'est accentuée, eh bien c'est ça généralement qui va prendre le dessus sur le processus d'accompagnement. Et donc c'est pour ça qu'on met vraiment nos clients, nos patients, on les met vraiment en lien avec ça. On leur dit mais attention parce que lors du bilan, est-ce que c'est le bilan qui va décider si vous allez bien ou pas? Et c'est l'expérience de Marine. C'était très chouette ce que tu partageais, j'ai très envie de voir ce film. En plus, j'avais accompagné quelqu'un qui a eu une sclérose en plaques et qui est quasiment remise de cette maladie, et ça va être hyper intéressant d'en parler. Et l'idée que c'est pas le bilan qui compte, c'est l'être humain qui est en face. C'est ça, de voir comment cet être humain se sent avant ou pendant ou après cette maladie, quoi. Alors attention, hein, le message n'est pas de dire ne tenez pas compte des bilans. Attention, tenez compte des bilans quand même, hein, faut pas dire non plus n'importe quoi. Mais posez-vous la question, avant ce bilan, comment je me sentais? Comment je me sentais à nouveau dans ma vie? C'est ça qui est important, hein. Voilà, c'est ça qui est à retenir. C'est exactement ça. Il y a une cliente que j'ai accompagnée en vidéo qui me disait ça. Elle était très contente du pack de vidéos qu'on avait fait. Puis il y a une de ses coachs qui lui a dit mais ça va pas. Et là d'un coup toute sa joie, tout son élan de mais je suis trop contente de faire des vidéos, tout est redescendu et elle commençait à se reposer des questions et tout ça. Donc effectivement, écoutez votre corps par rapport à toutes vos situations et en lien avec la maladie. Et j'aimerais terminer avec ça. Tu partageais qu'est-ce qui occupe tout ton temps? Effectivement, c'est une très bonne question pour savoir est-ce que vous vous occupez votre temps à la vie ou plutôt peut-être à la maladie, au ressentiment, à la colère, à la culpabilité, où est-ce que votre agenda est rempli en fait, quoi? C'est ça. C'est-à-dire que c'est un peu mathématique, on a 24 heures et comment on utilise ce temps, c'est-à-dire que à quoi est dédiée l'attention au quotidien? À quoi je porte attention, je le fais grandir. Tout, hein. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous contrôlez l'attention, parce que si vous regardez bien, les pensées, elles rentrent toutes seules. Donc, vous pouvez pas dire que vous avez un processus ou en tout cas un niveau de contrôle sur l'attention. Mais le fait déjà d'observer où se porte l'attention change déjà le processus. C'est surtout ça qui est intéressant. Exactement. Hein, voilà. Génial. Merci beaucoup Stéphane. Passionnant encore cet épisode. Continuez à nous suivre. N'hésitez pas à commenter, à liker aussi. Ça nous aide à prolonger l'échange et la discussion avec vous. Et puis, est-ce que tu as un tout dernier mot à partager pour cet épisode? Moi, ce que je sens, c'est, vous avez vu mon émotion tout à l'heure, on est en train véritablement de switcher d'une société masculine qui veut vaincre les choses à une société féminine qui sait vivre avec les choses. Il suffit de voir comment une mère est capable de tout accepter d'un enfant. Hein, on est en train de passer à cela. Et c'est magnifique. Mais moi, c'est ça qui m'émeut aujourd'hui. Donc, j'ai envie de dire, je vais parler à la fois aux messieurs et aux dames, mais je vais parler surtout aux dames. Mesdames, redevenez féminines. Pas féminines en mettant des jupes. Redevenez féminines, juste en accueillant la vie comme elle est. Et aidez-nous, nous les hommes, parce qu'on a besoin de votre aide aussi pour apprendre à le faire. Merci. Exactement. Merci pour ce message, Stéphane. Et puis, à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.